Bien, et je vous propose de commencer le premier grand tour 2026, hein. Donc, tout d'abord, meilleurs vœux à toutes et tous. Et pour inaugurer ce programme, le docteur Squali, qui est PG dans le service, va nous parler d'une anémie d'origine peu claire, mais qui deviendra plus claire chez un patient qui avait été admis pour une pneumonie. C'est à toi. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un patient de 51 ans qui s'est présenté aux urgences pour une dyspnée à l'effort, voire même au repos, qui est apparue brutalement 4 à 5 jours avant son arrivée aux urgences et qui s'aggravait progressivement. Cette dyspnée était associée à une douleur thoracique compressive, rétrosternale, sans irradiation particulière et non reproductible à la palpation, une pyrexie soutenue, des sudations nocturnes, une toux grasse puis qui est devenue sèche après l'utilisation de tout larynx, une diarrhée depuis 3 jours, une sensation de soif intense malgré une hydratation adéquate et une perte de poids d'environ 1 kg en une semaine. À l'anamnèse systématique, on a retrouvé des céphalées transitoires, surtout lors des pics fébriles, des urines bien foncées, sans aucun autre trouble urinaire, sans dysurie, sans brûlure, et pas de nausées, pas de vomissements, pas de douleur abdominale, pas de prise d'INS, pas de traumatisme et pas de chute. Donc, il arrive aux urgences, il est d'abord vu par les infirmières qui prennent les paramètres comme d'habitude, et on a un patient qui a à la limite tachycarde, hypotendu, fébrile et qui désature à l'air ambiant. Rapidement, on fait un ECG, vu qu'il vient pour douleur thoracique, mais sans particularité, sans décalage évident. On fait également une gazométrie et on trouve une alcalose a priori respiratoire avec tout de même une petite composante métabolique, comme on peut le voir avec des picards un peu à 26,5. L'examen clinique, quant à lui, n'est pas vraiment révélateur, mis à part des sous-crépitants à la base gauche. On poursuit la prise en charge aux urgences, on fait une prise de sang, on a une hémoglobine à 12, par contre une microcytose un peu plus marquée, un syndrome inflammatoire biologique avec des globules blancs à 13 et une CRP à 160 et des dédimères à 4,3 positifs, des troponines à 18 et une insuffisance rénale aiguë qui n'arrivait pas auparavant. On fait des hémocultures, on n'aura pas le résultat à ce moment-là. Et puis un scan à blanc, vu la présence d'insuffisance rénale aiguë. Et on voit bien ici qu'on a une belle condensation au niveau du lobe inférieur gauche. Au niveau de l'étage abdominal, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on décide de l'hospitaliser pour une pneumonie du lobe inférieur gauche associée à un sepsis et une insuffisance rénale aiguë. Aux urgences, on pense à un syndrome de Gout-Pasture et on initie un traitement par céfuroxime et il monte en salle. Quand il monte en salle, on fait une anamnèse un peu plus poussée et on découvre que le patient est originaire de la République démocratique du Congo. Il vit avec son épouse, il n'a pas d'enfant. C'est un enfant adopté. Il a un seul demi-frère dont il n'est pas vraiment en contact. C'est un grand sportif, il fait beaucoup de vélo et il est cuisinier dans une maison de repos. Il fume environ 4 cigarettes par jour avec un alcoolisme modéré, pas d'allergie connue et pas d'antécédents médico-chirurgicaux. Ce patient n'était jamais venu aux urgences auparavant et n'était jamais tombé malade, en gros. On poursuit et là, on a les résultats des échantillons urinaires qui ont été faits aux urgences, notamment un antigène pneumocoque qui est positif chez un patient qui n'a jamais été vacciné contre le pneumocoque auparavant. Et donc, on change d'antibiotique parce que la ceftriaxone, c'est la première recommandation en cas de CAP3. Et au niveau des urines, on a des hémoglobines, des blancs, une culture positive à E. coli, une PSA positive et une chimie urinaire en faveur d'une insuffisance rénale prérénale. Continue. Attends, reviens un petit peu. Et il y a quand même une protéinurie importante, là, Oui, de 5 grammes par litre. oui. Après, une protéinurie dans un contexte infectieux Oui, sévère, OK. pas vraiment interprétable. Ce patient a été récemment au Congo ou pas? Il n'a Non, fait pas un de voyage voyage? récent. Il n'y a pas Non, de voyage récent. non.
Et je peux, parce que vous aviez dit que le patient avait une alcalose Oui, respiratoire, oui. 7,5, il a une hypoxémie sévère. Mhm. Hop, Donc, il me semble que ça convient. avec une PCO2 à 34, on est censé avoir un pH à 7, 48, 47. Donc, il y avait quand même une composante métabolique associée. Oui. Donc, et voilà. Et puis, maintenant, en salle, on commence la prise en charge, on fait une prise de sang. Et qu'est-ce qu'on a? On a une majoration de l'anémie, toujours hypochrome microcytaire. On passe à une hémoglobine à 10,6 venant de 12,3. Une ferritine qui est explosée, des globules blancs qui sont stables, mais une CRP qui évolue. Rappelons qu'on est à J2 d'antibiothérapie. Une insuffisance rénale qui commence gentiment à se corriger sans intervention particulière. Je rappelle que le patient n'a pas été perfusé. Et des troponines qui se normalisent. Hop. Et donc ici, pour un peu résumer l'histoire entre le J3 et le J5, on a fait un tableau clinico-biologique qui, pour un peu résumer l'évolution elle est en salle. Et donc on commence, on voit que l'hémoglobine, pardon, on voit que l'hémoglobine diminue progressivement au cours de l'hospitalisation. Et par contre, on retrouve une prise de sang qui date d'il y a 4 ans avec une microcytose qui était déjà présente. Et comme le patient est africain, on a pensé à la thalassémie, on a demandé une électrophorèse de l'hémoglobine qu'on n'aura pas tout de suite. Euh, Au niveau enfin, pour son anémie, on a essayé d'abord de comprendre d'où peut venir cette anémie. Et donc, comme on avait une ferritine élevée, on a pensé à un syndrome d'activation macrophagique, mais qu'on a rapidement abandonné l'idée, vu qu'il n'y avait pas de splénomégalie, il n'y avait pas d'autres cytopénies. Les triglycérides étaient élevés, mais avec une limite, enfin, à la limite haute, et les azates, comme on ne les a pas mis ici, mais on les verra par la suite, ils ont diminué tout gentiment. Et donc, on avait une composante inflammatoire avec la CRP et les globules blancs, et une composante hémolytique avec une aptoglobine qui, elle aussi, diminuait progressivement pendant l'hospitalisation, euh, et des LDH qui étaient augmentés. Donc, les premières, on ne peut pas les interpréter vu que le sérum était hémolysé. Mais on voit bien qu'au J4, ils étaient quand même à plus de 1800, avec une bilirubine non conjuguée élevée également. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire un bilan d'hémolyse. Et donc, je vais résumer un peu le bilan qu'on a fait. Donc, on a vu qu'il y avait une hémoglobinurie, l'aptoglobine, les LDH et la bilirubine non conjuguée. On a demandé un COOBS qui était négatif, les agglutinines froides également, un bilan humain, les sérologies étaient négatives et on a quand même fait une goutte épaisse qui était également positive, même s'il n'y avait pas de notion de voyage récent. Et puis, Négatif. pardon? Négatif, j'ai dit T'as dit positif. positif. Ah non, négatif. On a rapidement abandonné le syndrome de goutte pasture parce que il n'y avait pas vraiment enfin, de stigmate en fonction de ça. Et puis, l'insuffisance rénale diminuait progressivement. Et de toute façon, les anticorps anti-MBG étaient négatifs et qui sont quand même une valeur prédictive négative élevée. Donc Oui, là, je vais m'arrêter. et le tableau radiologique n'évoquait pas ça. Il avait Oui. assez rapidement un antigène pneumo. Hein, donc, Exactement. Donc, je vais m'arrêter et alors, je vais vous demander, enfin, je vais quand même continuer 2 diapos ok. et ensuite je m'arrête. Donc, à J5, on a une apparition soudaine de schizocytes. Et donc, qui n'était pourtant pas présent auparavant. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je vais m'arrêter. D'accord. En silence. Brigitte. Sous le CT scan, le foie et la rate étaient normales? Oui. Quel était le taux de schizocytes?
Et parce que Donc, donc, par rapport à une anémie hémolytique de type microangiopathie thrombotique, on est un peu surpris que les plaquettes sont normales, si j'ai bien vu. exactement, il n'y avait pas d'autre cytopénie à part l'anémie et les schizocytes étaient à 3,6. Mhm. Oui, et les schizocytes, en plus, semblent apparaître alors que l'anémie hémolytique était déjà en cours. Oui. Donc, voilà, on peut Ouais. questionner sur la spécificité. Quoi, c'était revu avec l'œil de... Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a dit au secours, docteur Istas, aidez-nous. Est-ce que vous pouvez revoir les lames Ok. précédentes et la lame du J5? Et donc, docteur Istas, qui est ici présent et qu'on remercie, a gentiment accepté de revoir les lames. Et donc, en fait, il y avait non seulement la présence de schizocytes, mais aussi d'autres cellules que malheureusement, on ne voit pas beaucoup. Je ne sais pas comment on peut faire pour zoomer. Hop. Peut-être comme ça, voilà. Et donc, on avait d'autres cellules un peu atypiques et qui nous ont mis un peu, enfin, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici des cellules à moitié blanches. Ici, que la membrane et rien dedans. Des cellules Mm. en cible. Est-ce qu'on peut parler de Et des ghost cells? schizo. Pardon? Est-ce qu'on peut parler Exactement. de... Oui, ouais. Exactement, c'est bien ça. Oui, merci. Donc, on continue. Et donc, on avait en effet des schizocytes, donc qui sont le reflet d'une fragilisation mécanique du globule rouge suite à un stress oxydatif. Et donc, le globule rouge devient rigide, moins déformable, avec une membrane instable et cassante, et qui devient sensible aux contraintes mécaniques, même normales. Et donc, lors de son passage dans la circulation capillaire ou en passage splénique, il peut se fragmenter. Les ghosts et les hémighosts, quant à elles, sont des globules rouges plus ou moins totalement vidés de leur hémoglobine. Et donc, on a une perte de l'intégrité membranaire, soit totale, soit partielle, du globule rouge, secondaire à un stress oxydatif, avec une lyse intravasculaire complète pour les ghosts et incomplète pour les hémighosts. Et donc, il ne reste que la membrane ou le site. Donc, pour le ghost, il ne reste que la membrane et les hémighosts, on garde un cytoplasme un peu hétérogène. Et ces cellules témoignent d'une hémolyse intravasculaire sévère. On peut t'interrompre? Oui. Ou pas? Je sais pas si micro-verge. Juste. Donc, effectivement, les ghosts et mi-ghosts, le primo movens, c'est du stress oxydatif. Les schizocytes, il y a des situations où c'est le stress oxydatif, Mhm. mais après, les Que le schizocytes stress sont pas oxydatif. spécifiques Mhm. d'une origine stress Ouais. oxydatif. Tout ce qui est mécanique, microangiopathie thrombotique, c'est quelque chose plutôt de mécanique, les valves, etc. Voilà, donc c'est juste une toute Exact. petite précision. On Aussi continue. par rapport à l'hémolyse intravasculaire, au départ, tu avais montré les urines, et donc il y avait le contraste entre une hémoglobine urique qui était quand même importante, alors qu'on ne retrouvait pas beaucoup d'hématies, quoi, quasi pas d'hématies. Donc, le- la comparaison de l'un et de l'autre peut aussi faire suggérer quelque chose qui se passe Mhm. au niveau du sang en termes d'hémolyse. Oui. Je rappelle que les globules rouges dans les urines n'étaient pas si élevés et Non, que c'est ça. c'était Voilà. surtout une hémoglobinurie. Donc ensuite, on passe aux bite cells qu'on peut voir ici. Donc les globules rouges un peu mordus qui sont un reflet de l'oxydation de l'hémoglobine qui se précipite en corps de Heinz. Pour voir ces corps de Heinz, il faut faire une coloration supravitale nécessaire. Mais quand les globules rouges portant ces corps de Heinz passent dans la rate, les macrophages les reconnaissent et arrachent mécaniquement une portion de la membrane. Et donc, ça fait un peu des cellules qu'on peut voir ici qui sont mordues. Les target cells, au final, sont des cellules cibles avec un aspect en cible de tir, avec un centre hyperchromatique entouré d'un anneau un peu plus clair en périphérie. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Et donc, qui sont secondaires à une hypochromie et à un remodelage splénique. Ils sont souvent favorisés par une pathologie associée telle que la thalassémie mineure, qu'on suspecte chez notre patient. Je continue. Donc, en gros, ici,
j'ai mis un algorithme pour nous aider à faire un peu le tamis entre les différentes étiologies d'anémie hémolytique et pour nous aider un peu, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait en salle pour pouvoir un peu aboutir au diagnostic final. Donc, on commence avec ce qu'on a, enfin, on peut, enfin, on a commencé, on avait une anémie hémolytique avec l'aptoglobine qui était basse, les LDH augmentés et la bilirubine non conjuguée. Les réticulocytes étaient élevés, donc on était dans ce cas-ci, c'est-à-dire une anémie régénérative. Et donc, on a fait un test de Combs, que je rappelle, était négatif. On avait un contexte particulier infectieux, notamment pulmonaire, avec un sepsis qui était associé. Euh, Par contre, on n'a quand même pas acheté la seule cause de l'infection. On a continué à un peu farfouiller. On n'avait pas de contexte de toxique. On n'avait pas d'autres cytopénies associées, pas de contexte de thrombose. Non plus pas de stigmate en faveur d'un SHU ou d'une CIVD. Le patient n'était pas porteur de valve. Au frottis, on n'avait pas des cellules qui peuvent être liées à une sphérocytose ou à une elliptocytose. L'électrophorèse, on n'avait pas encore le résultat de l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et donc, il restait cette casse-ci. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est ce qui restait. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? On revient un peu sur la précédente. Hmm. Bon, évidemment, quand on arrive sur sur cette dernière possibilité d'un déficit En G6PD, en G6PD en ou les autres, pyridoxinase. voilà, ou les autres kinases, c'est pas contradictoire avec la présence de schizocytes. C'est un principe. Il me paraissait que quand il y a un déficit en G6PD, on a une anémie hémolytique déclenchée par quelque chose, Mhm. mais où les schizocytes ne font pas partie du tableau. Oui, bah, en fait, c'est pour ça que le docteur Istas a intervenu. En effet, on a souvent l'impression que les schizoïdes sont associés à une destruction mécanique, mais pas que. Donc, on peut avoir, en cas d'un stress oxydatif majeur, des schizocytes au niveau du sang liés au fait que, enfin, comme ce qu'on a dit précédemment ici, lié au fait à ce que quand les globules rouges deviennent oxydés, en fait, ils perdent un peu leur capacité de se déformer, ils deviennent un peu plus rigides, et quand ils passent dans la rate ou dans la circulation sanguine, ils se cassent. OK. Voilà. Attends. Et il n'y avait pas de méthémoglobinémie. Il y avait alors, quand on avait fait La gazo. la gazo, en effet, la méthémoglobine était élevée à 4 points pour cent. Ok, ben, et donc bon, ça semble un gros indice parce que finalement, qu'est-ce qu'on aurait comme autre explication pour la Exactement. méthémoglobinémie? Bah, justement. Moi, j'avais juste une question pour le. Oui, bien sûr. Effectivement, c'était la super question parce que des ghost cells, c'est spécifique bon, du G6PD, mais des pathos enfin des méthémoglobinopathies aussi. Ça, en Mhm. fait, c'est surtout ces deux-là, quoi, pour les ghost cells. Ouais. Donc c'était effectivement, en fait, les deux trucs pour moi qui restaient dans le diagnostic différentiel à ce stade, Mhm. c'est les méthémoglobinopathies et la G6PD. Juste, est-ce qu'il y a il y a des personnes qui sont prédisposées à avoir justement post-stress oxydatif, à avoir des schizocytes, ou est-ce qu'il y a des prédispositions ou justement, par exemple, s'il y a je sais pas s'il y a oui, un déficit. Pour les schizos, comme on a discuté un peu avec Kenza la préparation de son tour. Oui, donc en fait, enfin, je sais pas si tu montres après la prise de sang une fois que c'est réglé, donc je vais peut-être pas vendre la mèche. Mais en tout cas, mais non, alors je vais attendre que tu finisses. Mais réponse après. Alors, il y a encore un autre élément qu'on peut considérer, c'est que finalement, ben, le déficit en G6PD, il est endémique dans la région d'où vient le patient. Et en fait, il est endémique dans les zones du paludisme parce que ça a donné en fait un avantage sélectif à avoir
donc finalement plus de déficit en G6PD dans ces populations. Oui, en effet, c'est tout à fait vrai. Tu veux dire, Frédéric, que dans la probabilité a priori un petit peu plus tôt dans le diagnostic différentiel, on pouvait déjà évoquer une enzymopathie de ce type-là compte tenu de l'origine du patient? Ça, je ne sais Dans les probabilités a il faudrait priori. être, à mon avis, il faut être vraiment très fort pour l'évoquer dans le cadre de la probabilité a priori. Mais bon, ici on est, voilà, c'est un peu. Moi, en tout C'est cas, un je le dis plutôt argument. a posteriori qu'a priori, honnêtement. Ok, d'accord. Ok. Ok. Et donc, vous l'avez bien deviné, il s'agissait d'un déficit enzymatique érythrocytaire en glucose 6-phosphate déshydrogénase, ou appelé plus communément G6PD. Et donc, c'est quoi le déficit en G6PD? C'est une des enzymopathies humaines les plus fréquentes. Ça touche 400 à 500 millions de personnes dans le monde. Ça a été découvert en 1932 à Berlin par le docteur Warburg et Walter. Donc, on a des mutations héréditaires du gène G6PD qui sont situées sur le chromosome X. C'est une maladie récessive et donc qui touche essentiellement les hommes qui ont un seul X. Les femmes peuvent être touchées si elles sont homozygotes, comme c'est une maladie récessive, ou lorsqu'on parle d'un mosaïcisme, on sait que dans les cellules, on a une activation aléatoire de l'X chez les femmes. Et donc, si la cellule garde l'X atteint, alors elle sera touchée. Mais les femmes sont plus souvent conductrices. Le déficit en G6PD présente une grande variabilité clinique. Donc, tous les patients atteints ne font pas tout le temps des hémolyses. Alors, il y a l'OMS qui a fait une classification en fonction de l'activité enzymatique résiduelle. Et on peut même voir qu'il y a des patients qui vivent avec une hémolyse chronique, qui sont heureusement pas fréquents. D'autres avec des hémolyses aiguës déclenchées. On pourra voir tout à l'heure par quoi. Ou sinon, une absence d'hémolyse, voire une hémolyse aiguë modérée lors de stress oxydatif intense. Et il reste une grande partie qu'on appelle la classe U qui font un peu, enfin, ils n'ont pas un tableau clinique bien défini et qu'on a gardé comme incertitude clinique. La répartition de ces variants est géographiquement variable et donc ça explique un peu les phénotypes cliniques différents dans chaque pays. La conséquence, comme on a pu le voir, c'est que les globules rouges deviennent très vulnérables au stress oxydatif et ils sont susceptibles à l'hémolyse. Et on va voir par quoi le déclenchement peut être fait. Et donc, soit l'ingestion des fèves, soit la prise de certains médicaments ou une infection. Il faut dire que la consommation des fèves, l'hémolyse déclenchée par la consommation des fèves est plus marquée dans les régions où la consommation de celles-ci est plus courante, notamment en Méditerranée et en Amérique latine. Et par rapport à ça, il faut préciser que ça doit être des fèves fraîches. Pas vraiment. Non, on peut Non, pas. Des fèves en boîte peuvent déclencher aussi. Moi, je vivais avec l'idée qu'il fallait des fèves fraîches. non, je vais l'aborder. Ok. Donc ici, comme le docteur Van Dorgens a évoqué précédemment, on a remarqué qu'il y a une répartition des patients avec le déficit en G6PD qui est un peu semblable à celle de la malaria, sauf que il y a certaines études qui parlent d'une protection contre la mortalité due au paludisme, mais d'autres études qui n'ont pas vraiment pu démontrer cette relation entre les deux maladies. Et je vais continuer par expliquer un peu la physiopathologie derrière cette maladie. Donc, je vais commencer par le glutathion. Le glutathion, c'est une protéine qui est présente en forte concentration dans le cytoplasme, qui existe en forme réduite, le GSH, qui possède un groupe thiol, mais ça, c'est pas très important pour nous, et qui est un antioxydant majeur intracellulaire. Et donc, il fait partie des principaux systèmes de défense contre le stress oxydatif par la neutralisation des oxydants qu'on appelle ROS, qui inclut les peroxydes d'hydrogène, les anions superoxydes et les radicaux hydroxylés OH. Et la forme oxydée, quant à elle, c'est exactement la forme réduite, 2 fois, liée par un pont disulfure. Je continue. Donc ensuite, j'aborde le lien entre le GSS et le NADPH. Donc,
via le cycle du glutathion. Donc, on a le glutathion qui neutralise un oxydant. Il devient alors oxydé. Et la NADPH, via la glutathionine réductase, reconvertit la forme oxydée en forme réduite, qui participe à la protection contre le stress oxydatif. Et donc, pardon. La G6PD, quant à elle, c'est une enzyme qui est présente dans le cytoplasme et qui participe à la voie des pentoses phosphates. Elle catalyse la transformation du G6P en 6-PGL avec la réduction du NADP+ en NADPH. Et donc, on devine assez rapidement que lorsqu'on manque de G6PD, on va manquer d'NADPH et donc on manque de glutathion réduit. Et donc, on manque au final de ce bouclier cellulaire qui nous protège contre le stress oxydatif et ça entraîne l'hémolyse. Pourquoi c'est d'autant plus important dans le globule rouge? Parce que le globule rouge est en fait exposé de façon permanente à un stress oxydatif du fait qu'il transporte l'oxygène et qui comporte aussi du fer. Et donc, on sait que le fer, enfin, les réactions de Fenton que j'ai un peu rappelées ici, qui aboutissent à la formation des radicaux hydroxyles qui ont un fort pouvoir oxydatif. Donc, le globule rouge, contrairement aux autres cellules, n'a pas de mitochondrie. Il n'a pas du coup d'autres systèmes antioxydants alternatifs et aussi il n'a pas de noyau et donc il ne sait pas fabriquer d'autres enzymes et donc il vieillit avec le stock qu'il a quand il sort en fait de la moelle osseuse. Et donc le couple NADPH glutathion réduit reste le seul vrai bouclier qui le protège du stress oxydatif. Donc j'ai laissé ici cette image qui résume ce qu'on vient de dire. Et donc, là, je reviens aux facteurs déclenchants et je commence par la consommation de fèves qui contiennent des substances oxydantes puissantes et qui sont formellement interdites chez les patients G6PD, qu'elles soient en forme fraîche, sèche, surgelée, en purée, en soupe ou en farine. Pourquoi? Parce que ça peut déclencher une crise de favisme. Et ici, on peut voir, j'ai repris un peu cette étude d'une revue de littérature. Et donc, ça concerne les garçons âgés de 2 à 10 ans. Les filles et les adultes peuvent être touchés aussi. Ils se présentent le plus souvent aux urgences avec une pâleur, un ictère, une altération de l'état général, des douleurs abdominales et parfois de la fièvre. Donc, je rappelle que le patient avait tout ça, mis à part l'ictère et la douleur abdominale. Parfois, une splénomégalie et des urines généralement foncées, donc qu'on appelle vin rouge au Coca-Cola. Pour rappel, c'est lié au fait que quand on a une hémolyse et donc une libération de bilirubine non conjuguée qui est filtrée et qui passe à travers le rein et qui donne l'hémoglobinurie. Pardon. Une anémie modérée qui débute 24 à 72 heures. Encore une fois, c'est dommage, mais on n'arrive pas à bien voir. Et donc ici, on peut voir par rapport à l'hémoglobine qu'on a une chute rapide, puis une évolution un peu plus progressive, exactement comme l'aptoglobine, qui environ au J3 commence à diminuer. C'est exactement ce qui s'était passé avec notre patient. Donc, le frottis est spectaculaire. Donc, on peut voir les corps de Heinz ici avec la coloration supravitale qu'on n'a pas faite ici à l'hôpital. Une hyperleucocytose apolynucléaire, des plaquettes généralement normales, des signes d'hémolyse avec élévation de la bilirubine non conjuguée et des LDH et l'aptoglobine qui est basse, comme on a déjà dit. Il y a d'autres aliments à éviter ou à consommer avec prudence en cas de déficit en G6PD. Ce sont les baies de goji, les légumineuses donc qu'on ne peut pas vraiment identifier, les pois chiches et les boissons contenant la quinine comme les sodas toniques, le Red Bull et compagnie. L'autre facteur déclenchant, c'est les médicaments. Et ici, j'ai repris une liste de l'Agence nationale de la sécurité du médicament. Et on peut voir en rouge des médicaments formellement interdits, les autres qui sont un peu déconseillés et ceux qu'on doit utiliser avec précaution.
Et j'insiste pour le sulfamétasol parce que c'est celui qu'on utilise un peu plus souvent dans notre pratique quotidienne, et la vitamine C qui devient interdite lorsqu'on l'utilise à une posologie supérieure d'1 gramme par jour. Donc ici, la présentation clinique est un peu similaire. Je me suis basée sur une étude qui concernait les enfants traités par les antipaludiques, la dapsone. Et l'évolution clinico-biologique est pareille comme dans le favisme, avec un nadir de l'hémoglobine au 3e jour. Mais ici, contrairement au favisme, les enfants étaient déjà anémiques vu qu'ils avaient déjà un palu. Et donc ici, j'ai mis ça pour mettre le point sur l'importance des comorbidités et de l'évaluation clinique de l'anémie hémolytique aiguë. Je laisse un passage concernant la rasburicase qu'on utilise dans le traitement en rhumatologie surtout, qui transforme l'acide urique en allantoïne. Et cette réaction permet la production de peroxyde d'hydrogène qui peut provoquer un stress oxydatif majeur. Et donc, en cas d'utilisation de ce médicament en particulier, il faut absolument faire un dépistage, quel que soit le groupe ethnique du patient. Et enfin, on arrive à la troisième cause, troisième facteur de déclenchement qui sont l'infection. Et donc ici, l'apparition de l'anémie hémolytique aiguë est plus ou moins aléatoire. Elle ne suit pas un rythme bien établi comme dans les 2 autres cas précédents. Et donc là, j'ai un peu revu une petite revue de littérature et on parlait de pneumonie, de brucellose, de rickettsiose et d'infection à Clostridium difficile. En ce qui concerne les infections bactériennes sévères, certains cas ont été publiés concernant les hépatites A, B, E et d'autres cas en ce qui concerne le CMV et la dengue. Par rapport à la pneumonie, donc j'ai laissé ici deux case reports. C'était une revue que j'avais trouvée qui rapportait un peu la relation entre la pneumonie et le déclenchement des G6PD. Sauf que quand la cause est infectieuse, le principal facteur qui peut vraiment confirmer cela, c'est l'évolution. Et donc, si l'hémolyse disparaît une fois que l'infection est maîtrisée, on peut alors affirmer avec certitude que l'infection était en cause. Pas vraiment d'autres stigmates. Et donc, la conduite diagnostique telle qu'on a faite en salle en haut, on commence avec un patient qui se présente souvent avec une asthénie, une dyspnée, une tachycardie, un ictère, des douleurs abdominales, des urines foncées, favorisées dans un contexte d'infection, prise médicamenteuse ou ingestion de fèves. À la prise de sang, on a des signes d'anémie hémolytique, un GOUPS qui est négatif car il ne s'agit pas d'une anémie auto-immune, et avec un frottis un peu explicite. Et donc, quand on a tout cela assemblé, on recherche le facteur déclencheur et on dose cette enzyme, la G6PD. Si elle est normale, mais la suspicion clinique est forte, il faut répéter le test à distance entre 6 à 8 semaines. Et on verra par la suite le cas des femmes et le test génétique. Donc, ici, comment confirmer ce déficit? Il existe 2 types de tests concernant le phénotypage enzymatique. On a les tests qualitatifs qu'on ne fait pas très souvent. Ils sont positifs seulement si le déficit est vraiment sévère. Il y a de hauts risques de faux négatifs quand la réticulocytose est encore présente. Donc, quand on est encore juste après le début de l'hémolyse, et les faux positifs quand l'anémie est vraiment très, très importante. Ils peuvent être utiles en dépistage, mais ils ne sont pas fiables pour les femmes parce que justement, c'est rare qu'elles aient une activité enzymatique aussi importante. L'autre dosage que l'on fait plus fréquemment, c'est les dosages quantitatifs via la spectrophotométrie et qui sont un peu plus préférables pour prendre une décision clinique pour le patient. Évidemment, l'interprétation est dépendante de l'hémoglobine. Comme on l'a dit ici, si l'anémie est trop importante, alors le test est faussé. De l'âge du globule rouge, parce que s'il y a beaucoup de réticulocytes, alors on ne saura pas qui est quoi. Donc, on peut avoir des faux négatifs. Et du paludisme, parce qu'il participe aussi à l'anémie. Le génotypage, quant à lui, reste utile quand le phénotype est discordant. Donc, quand la clinique ne correspond pas au dosage
allez, je voulais écrire qualitatif, je voulais écrire quantitatif. Donc, imaginons qu'on a un patient qui a tous les stigmates d'anémie hémolytique et pourtant un dosage qui est négatif. Alors, on se dirige vers le génotypage. Chez les femmes hétérozygotes et les transfusions répétées, vu le mélange de globules rouges. Et évidemment, ça ne peut pas remplacer la mesure de l'activité. Le traitement de ce déficit est surtout d'arrêter le déclencheur. Donc, c'est surtout, avant tout, un traitement préventif. Donc, si un médicament est suspect, on peut même ne pas le donner dès le départ. On demande aux patients d'éviter les fèves et quand ils sont malades, on peut faire une prévention secondaire en traitant l'infection. On évalue la sévérité, puis on hydrate, on peut corriger les troubles hydrolytiques qui peuvent survenir et on peut supplémenter en folate si besoin. La transfusion reste indiquée si l'anémie est symptomatique et en cas de comorbidité, notamment une cardiopathie ischémique ou si l'hémoglobine est très, très, très basse, évidemment. Donc, je reviens à notre patient et ici, c'est un tableau qui résume un peu plus l'histoire et on arrive jusqu'à J30 post-hospitalisation. Et donc, on peut le voir ici que l'hémoglobine chutait, surtout au J3, J4, voire même J5, comme on a vu sur les dias précédentes. Et puis, elle a repris un train commencé à s'élever de nouveau. On peut remarquer aussi que ça suit exactement la même chose avec la CRP, qui elle aussi diminuait progressivement, donc un reflet du traitement de l'infection qui, pour nous, ici était le facteur déclencheur. Et l'aptoglobine aussi qui remonte. Pareil pour les LDH aussi qui diminuent. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'était les dédimères qui étaient élevés. On n'avait pas répondu à cette question. À J5, on avait fait une scintigraphie pulmonaire qui ne montrait pas d'embolie pulmonaire. Et on a obtenu aussi l'électrophorèse de l'hémoglobine en consultation avec le docteur Dilly. Et en fait, le patient avait en effet une augmentation du taux d'hémoglobine A2 qui peut être en faveur d'un trait bêta-thalassémique. J'ai un peu ici repris une globule avec les deux chaînes alpha et les deux chaînes bêta. Normalement, à l'âge adulte, on est censé avoir beaucoup plus d'hémoglobine A et beaucoup moins d'hémoglobine A2. Et donc ici, comme on a un peu moins de bêta-globulines, alors l'hémoglobine A2 prend un peu le dessus. Il existe plusieurs phénotypes de gravité croissante en fonction du génotype et donc de combien on va perdre de cette bêta-globuline. Et ici, notre patient, il avait un très bêta-thalassémique et donc c'est les génotypes qu'il aurait pu avoir. Généralement, c'est des patients asymptomatiques qui gardent une microcytose de manière chronique. Et c'était exactement le cas qu'il avait. Et donc, finalement, on obtient le dosage et c'est réellement un déficit en G6PD. Et voilà, donc c'est tombé à J30 lors de la dernière consultation. On a demandé le dosage et c'était bien positif. Et donc ici, par contre, j'aimerais juste ajouter un petit mot par rapport à un diagnostic différentiel que je n'ai pas évoqué. C'est l'hémolyse au cours des infections pulmonaires à pneumocoque. On a retrouvé des case reports qui parlaient de ça. Et en fait, les mécanismes sont un peu pas très bien connus, mais c'est ce que nous avons retrouvé dans la revue littérature. Et donc, on peut avoir une action de la pneumolysine, qui est un des facteurs de virulence du streptocoque pneumoniae. Et donc, elle a une action, c'est une cytotoxine qui entraîne la libération de l'hémoglobine dans le compartiment pulmonaire systémique. Et donc, cette hémolyse, elle contribue à l'inflammation locale et à la gravité de l'atteinte pulmonaire. L'autre mécanisme, c'est la production des peroxydes d'oxygène par le pneumocoque qui, rappelons, est un fort pourvoyeur de stress oxydatif.
Et donc, si on veut résumer l'hospitalisation du patient, il avait une anémie hémolytique non immune qui a été déclenchée par une pneumonie bactérienne aiguë à pneumocoque concomitante à une prostatite à E. coli, liée à un déficit en G6PD qui a été traité par ceftriaxone pendant 7 jours. Et puis, quand le patient est rentré à la maison, c'était un traitement oral céfuroxime pour un total de 14 jours. L'insuffisance rénale aiguë était sur hypoperfusion rénale secondaire au sepsis et il avait aussi un trait bêta-thalassémique. Mais si vous vous rappelez tout à l'heure dans la prise de sang, il avait aussi ce patient des CK élevés, des LDH élevés qui peuvent aussi rentrer dans l'hémolyse. Et donc, on n'a pas vraiment tout élucidé. Je rappelle les stigmates de myolyse qui étaient en diminution au cours de l'évolution. Donc, les CK qui étaient à l'admission à 2500 et qui évoluent gentiment, tout doucement, tout au long de l'hospitalisation. Pareil avec les LDH et les DH un peu plus élevés qui ont également diminué tout gentiment. Et les azates aussi. Et donc, je voudrais juste ajouter un petit mot sur la rhabdomyolyse. Rappelons que c'est une maladie qui peut être potentiellement mortelle, qui est définie par des CK supérieurs à 5 fois la normale, qui peut être secondaire à des causes acquises ou héréditaires, généralement déclenchée par les toxicomanies, les médicaments, les traumatismes et les crises d'épilepsie. C'est souvent le cas aux urgences, mais qui plus rarement peut être déclenchée par des troubles métaboliques, les infections, l'ischémie musculaire, l'immobilisation prolongée, l'exercice physique et les chaleurs excessives. C'est dans 3 minutes. Merci beaucoup. Par rapport aux causes héréditaires, on peut les suspecter quand on a une récidive de rhabdomyolyse ou des antécédents familiaux positifs chez le patient, qui n'était pas le cas de notre patient. Et donc, cette revue de littérature a un peu fait le point sur les causes infectieuses qu'on peut rencontrer en cas de rhabdomyolyse. Et on peut le voir ici, à la 3e rangée, on retrouve notre pneumocoque qui a été retrouvé dans 8 cas chez des adultes entre 36 et 81 ans, avec des CK soit pas très élevés, soit extrêmement élevés. Et c'était exactement le cas, je le rappelle, de notre patient. CK. J'ai avancé trop vite, je pense. Oui, voilà. Et donc, notre patient, il avait à l'admission 2500, puis 1700, puis un peu diminué jusqu'à arriver à 293. Je rappelle que pendant cette consultation, au J9, au J13 et à J30, le patient avait fait une séance de vélo la veille de la consultation et donc qui peut un peu expliquer le fait que ces CK remontent. Pardon. Et donc ici, c'est un case report d'un patient avec une rhabdomyolyse qui était venu pour une pneumonie à pneumocoque. Il avait un antécédent d'AVC. Il est venu avec exactement le même tableau, une désaturation à 87 à l'air ambiant, une hyperleucocytose, des CK élevés, azate plutôt normal, LDH élevé, CRP élevé. Et donc lui, par contre, ce patient, il avait aussi une bactériémie à streptocoque qui n'était pas le cas de notre patient. Et donc, c'est les mécanismes que j'ai pu retrouver dans la littérature, que je rappelle, mécanisme mal compris qui peut être déclenché par plusieurs facteurs à la fois. Et donc, on peut avoir une invasion directe du tissu musculaire par les bactéries pathogènes. On peut avoir des effets toxiques des métabolites de ces bactéries, une cytotoxicité médiée par les transmetteurs inflammatoires et les facteurs de nécrose, une lésion tissulaire due à une réponse immunitaire secondaire, et enfin des lésions musculaires induites par une forte fièvre, des frissons et une hypoxie. Ici, on peut aussi entrer dans les causes mécaniques. Et donc, j'arrive à la fin et je veux juste préciser que les patients qui se présentent aux urgences ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En cas d'anémie légère, les patients ne peuvent ne pas être hospitalisés et le diagnostic peut souvent rester non posé. C'est sûrement le cas de notre patient qui, je rappelle, n'avait aucun antécédent médico-chirurgical auparavant et comme il était cuisinier, il n'était pas vraiment fan des fèves et il n'en consommait pas. Et donc, il n'avait jamais fait d'épisode avant l'âge de 51 ans.
il faut qu'on pense au G6PD devant une hémolyse non auto-immune, surtout si le contexte est en faveur. Le frottis est précieux. Le dosage enzymatique peut être trompeur. Il ne faut pas hésiter à le répéter 6 à 8 semaines après. Le traitement est majoritairement supportif. Arrêter le déclencheur, traiter l'infection, transfuser si nécessaire et surveiller les reins. Et enfin, la prévention qui reste la pièce angulaire du traitement de cette pathologie et avec un dépistage ciblé, une documentation du statut, une éducation et une vigilance avec certains médicaments. Notre patient est sorti avec une carte qui explique qu'il est déficitaire en G6PD et avec une liste des médicaments qu'il ne peut pas consommer par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kenza. C'était très bien. Questions, commentaires? Du coup, maintenant qu'on a le diagnostic, j'avais deux questions. Du coup, je reviens à est-ce que le fait d'avoir un déficit en G6PD, du coup, ça prédispose à avoir plus de schizocytes et à quel pourcentage est-ce que tous les patients ont ça ou à quel pourcentage on peut les retrouver chez ces patients-là? Et deuxième question, juste par curiosité, il y avait donc j'ai vu que la fève produit donc des produits oxydatifs, elle en contient. Donc a priori, est-ce que ça veut dire que si on en mange beaucoup, est-ce qu'on a plus de risques de mutation et est-ce que c'est du coup cancérigène, etc. Oui, oui, si elle en mange beaucoup. Chez un patient non déficitaire, Oui, en fait, un patient non déficitaire, il a les enzymes qui peuvent le protéger de ce stress oxydatif, justement. C'est pour ça qu'une personne lambda peut consommer les fèves sans faire forcément une hémolyse par la suite. Et c'est pour ça, justement, qu'on insiste sur les personnes qui sont déficitaires, parce qu'à ce moment-là, ils sont moins de G6PD et donc ils fabriquent moins de NADPH et donc ils fabriquent moins de glutathion réduit. mais donc indépendamment de l'hémolyse, le stress oxydatif sera aussi dans la cellule, dans toutes les cellules. Non? Ou c'est un stress oxydatif qui va attaquer juste l'hémoglobine? Il y aura Ok, pas si tu as posé la question par rapport à l'hémolyse, juste le donc stress. on s'intéresse aux globules rouges. Sinon, les autres cellules, comme ils ont des mitochondries et comme ils ont de l'ADN, ils peuvent fabriquer d'autres enzymes qui participent à la protection contre le stress oxydatif. Peut-être juste un ou deux commentaires. Bon, d'abord, pour les D-dimères, bon, je me retourne vers nos biologistes. Je pense que les D-dimères, ça coûte cher de faire des D-dimères, pas trop cher. Euh, bah, enfin, je trouve qu'en présence d'une CRP à 150, même si on demande les D-dimères, ils ne devraient pas être faits parce qu'ils seront de toute façon positifs. Et pour rappeler, les D-dimères sont utiles en cas de suspicion, embolie pulmonaire Mais à ce patient était- faible ou moyenne. Et si c'est négatif, c'est utile pour l'exclure. Oui. Ici, finalement, on n'a pas besoin de D-dimères avec un foyer évident. Oui. Mais il s'était présenté avec une douleur Ils sont thoracique. aussi souvent positifs chez les femmes enceintes et en état cancéreux. Encore. Donc voilà, donc effectivement. Mais c'est spécifique pour tout ce qui est thrombose et voilà. Ici, ça a été dosé aux urgences parce que le patient, initialement, à côté de sa dyspnée, il présentait aussi une douleur thoracique rétrosternale. Et donc, comme il n'avait une insuffisance rénale aiguë, les urgentistes ont dosé les dédimères pour voir s'il fallait aller vraiment pousser pour l'angio-CT ou pas, qui n'a finalement pas été fait. On demande trop de D-dimères. Voilà. Bon. On dit souvent que les CPK sont un peu plus élevés chez les femmes et les hommes de race noire. En situation de base, est-ce que ces gens sont plus susceptibles de développer justement des myopathies lors de stress comme celui-ci, par exemple? Mais ici, quand des on parle de rhabdomyolyse, on est à 5 fois la normale. Rappelons, la normale, elle est à 300. Donc, même si elle est un peu plus élevée chez les sujets noirs, qui sont généralement beaucoup plus musclés que les sujets blancs, je ne veux faire de mal à personne, c'est comme ça. Mais quand on est à 5 fois plus la normale, il n'y a plus vraiment de différence, parce qu'on passe de 300 à un seuil à 1500. Oui, ok. Mais je me demandais s'ils étaient plus susceptibles à cause de cette différence de base. C'est la question aussi. Oui. Et tu as déjà été chercher. Non, j'ai pas trouvé la réponse, mais donc quand je le revois en consultation, il normalise complètement ses cas, parfois à 200. Donc ses valeurs de base peuvent être tout à fait dans les normes du laboratoire d'ici. Mais c'est vrai qu'au moindre stress, on va dire, ou exercice physique,
Notamment, il vient en vélo en consultation et il va à vélo faire chaque fois ses prises de sang. C'est vrai que là, je revois des élévations bon, qui restent en dessous de 1000, mais il a l'air d'être en tout cas assez susceptible de majorer ses CPK. Je pense qu'on avait eu l'occasion de revoir ça à propos de quelques autres cas. Et donc, c'est quelque chose qui est étudié chez les sportifs de bas ou de haut niveau, où il y a certains variants génétiques qui exposent plus, sans être une véritable maladie de type myopathie, qui exposent plus à l'explosion de quelques fibres musculaires en cours d'exercice. N'oublions pas que l'hypoxie peut les augmenter. Donc, en fait, il y a le sportif qui va effectivement abîmer ses fibres musculaires, mais qui sont souvent en hypoxie quand ils font un effort assez élevé. On l'a vu lors de la catastrophe de Heysel. En 86, c'était donc, et on était à Erasme, on a reçu tous ces patients, ils avaient des CK tellement élevés, ils étaient écrasés en hypoxie, et donc, paf, les CK étaient élevés. Donc, il y a les deux phénomènes, l'hypoxie et la déchirure des fibres musculaires. Et il y a de la place pour des antioxydants les antioxydants qui sont tout à fait à la mode dans des médecines un peu parallèles. Ça sert à quelque chose ici? Je ne l'ai pas vraiment retrouvé Non. dans la recherche. J'aimerais juste ajouter une petite chose. Quand on fait un dosage des enzymes en vue de poser le diagnostic de G6PD, il faut aussi cocher l'exokinase et la pyruvate kinase. On l'avait fait chez notre patient et ça permet aux biologistes de bien confirmer le diagnostic parce qu'ils utilisent des tests un peu croisés. Et donc, il est nécessaire de cocher les deux, sinon la réponse ne sera jamais confirmée de manière certaine. Ici, on collabore avec l'hôpital Erasme. Ça se fait 3 fois par semaine. Et pour avoir le résultat, il faut attendre 3 à 5 jours. Impeccable. Toute petite précision. Enfin, du coup, c'est parce qu'en fait, parce qu'on s'était, je ne sais plus à qui, on avait eu la discussion au téléphone. On se pose la question, évidemment, le patient est toujours réticulocytaire. Et donc, en fait, le JSPD peut être faussement augmenté. Le fait de faire les autres, en fait, c'est un peu comme une espèce de gène de ménage, quoi. Et en fait, ça permet de. La JSPD peut être pas si écrasée, mais du fait que les autres sont très élevés avec la réticulocytose, on voit que la JSPD est plus basse. Surtout avec l'exokinase dont le déficit est extrêmement rare. Et donc, si l'exokinase est très élevé et que le déficit est normal mais qui est diminué, alors on peut confirmer qu'il s'agit bien d'un déficit. En ce point que tu as souligné, qu'il est important de vérifier à distance, c'est quand même important, non pas pour confirmer le diagnostic, être satisfait de tout le raisonnement clinique qui a eu lieu, mais en termes de protection pour le futur et pour éviter qu'il ne refasse des crises dans l'une ou l'autre situation que tu as mentionné. Et donc, le contrôle à distance est vraiment quelque chose de très important. OK, bien, mais écoute, merci beaucoup, Kenza. Merci pour les intervenants. Merci à Fred pour ses commentaires. Et à la semaine prochaine.